Mais cette couverture, elle n'est pas homogène entre les régions du pays, avec une couverture de 85% uniquement pour le réseau ouest et sud-ouest, alors qu'elle est de 100% pour le réseau centre. Avec une estimation donc, de la population algérienne selon l'Office national des statistiques 2023, donc on estime à 46 millions donc, d'habitants le nombre de la population algérienne et le nombre de nouveaux cas de cancer est de 56 319 cas avec un taux brut de 122 par 100 000 habitants avec une prédominance féminine. Donc, on a 31 600 cas chez la femme versus 24 700 cas chez les hommes et un sexe ratio de 0,77. Et les données du réseau national de registre de cancer montrent que l'incidence du cancer n'est pas homogène à travers le territoire national. L'incidence la plus élevée, elle est observée au niveau des réseaux, donc Est-Sud-Est, avec une incidence de 180 pour les et de 147 pour les hommes, contre uniquement 126 pour les femmes et 106 pour les hommes dans le réseau ouest. Cette diapositive nous montre l'évolution du nombre de nouveaux cas de cancer en Algérie sur 8 ans. On observe une ascension du nombre de nouveaux cas qui passe de 31 800 cas en 2015 à plus de 56 100 cas en 2023. Donc, on a une augmentation de près de 35% sur 8 ans. Sur 8 ans. Et on assiste ces dernières années à un changement du profil épidémiologique des cancers en Algérie, dominé par 5 cancers dans chaque sexe. Chez l'homme, c'est le cancer de la prostate qui occupe la première position, suivi par le cancer de poumon, les cancers colorectaux, la vessie et l'estomac. Pour le cancer de poumon, il représente près de 14% dans l'ensemble des cancers, des nouveaux cas de cancer chez l'homme, avec près de 3 450 nouveaux cas en 2023. Concernant donc l'âge de diagnostic du cancer du poumon, on voit que l'incidence commence à augmenter à partir de 40-45 ans pour atteindre un pic, donc de 60, pour atteindre un pic à l'âge de 65 ans, 70 ans. Donc, comme vous le savez tous, donc le cancer résulte rarement d'une cause unique, mais plus généralement d'une association de plusieurs facteurs. Et le cancer de poumon est un cancer largement associé à l'exposition donc à des agents présents dans l'environnement général et professionnel. Et le poumon est le premier organe concerné par les substances qui vont pénétrer dans l'organisme par inhalation. Le tabac, donc, comme c'est le premier facteur de risque, donc le tabac est le facteur de risque principal du cancer de poumon. Il est responsable donc de 85% des cancers du poumon en raison de la présence dans la fumée du tabac de plus de 4000 substances chimiques, dont environ une soixantaine sont considérées comme cancérigènes majeurs, tels que les nitrosamines, les dioxines et le benzopyrène. L'élément déterminant du risque est la durée de l'intoxication tabagique, avec une relation proportionnelle entre la quantité de fumée et la probabilité de développer un cancer. L'augmentation de la dose quotidienne au cumulé de cigarettes double le risque, notamment lorsqu'il est débuté à un âge jeune. Et l'emploi des filtres donc réduit un peu donc le risque cancérigène, mais la présence du tabac dit léger a favorisé la prédominance des adénocarcinomes périphériques actuellement. Ainsi que pour un tabagisme, on va dire, de 40 paquets année, soit une consommation d'un paquet par jour pendant 40 ans, le risque est multiplié par 25 chez l'homme. Après un sévrage, donc le risque de cancer de poumon diminue progressivement, mais il faut compter au moins 10 à 15 ans pour que ce risque se rapproche de celui d'un non-fumeur, sans toutefois s'annuler complètement. Par ailleurs, donc l'exposition passive à la fumée du tabac, que cela soit au domicile ou bien sur les lieux de travail, augmente le risque de cancer pulmonaire d'environ 30%. Ce qui a conduit donc l'OMS à déclarer dès 2002 que le tabagisme passif est cancérigène pour le poumon.
Donc, certaines expositions professionnelles à des agents cancérigènes reconnus sont à l'origine de 15% des cancers bronchiques, justifiant leur reconnaissance en tant que maladie professionnelle. L'agent le plus fréquemment impliqué demeure l'amiante, notamment chez les sujets présentant une co-exposition au tabac. Cette association majeure le risque selon un effet multiplicateur en termes de risque relatif. Et l'apparition de cancers bronchiques dans ce contexte se fait en général après un délai de latence souvent supérieur à 10 ans. Et certains agents, tels que le bischlorméthyl-éther, induisent préférentiellement des cancers bronchiques à petites cellules. Donc, de nombreux agents cancérigènes professionnels reconnus par le Centre international de recherche sur le cancer sont responsables de cancers pulmonaires, parmi lesquels on a l'amiante, l'arsenic, le bischlorméthyl-éther et certains composants du nickel, le gaz motard, ainsi que le silice cristalline. Ces agents ont un potentiel cancérigène démontré, avec un impact considérable sur la santé publique du fait de leur prévalence dans divers environnements professionnels. Donc, pour la pollution atmosphérique, elle est responsable d'environ 4% de nouveaux cas de cancer de poumon, en lien principalement avec l'exposition chronique aux gaz d'échappement des moteurs, essentiellement diesel, aux oxydes d'azote et à l'oxyde de soude. Mais surtout au radon, qui est un gaz radioactif, incolore et inodore, donc naturellement présent dans l'environnement. Il a été classé comme cancérigène certain en 1987 par le Centre international de recherche sur le cancer. Il est responsable d'environ 3 à 14% des cancers de poumon selon les pays et les niveaux d'exposition. Donc, dans certains pays, il est la deuxième cause de cancer pulmonaire après le tabac. De plus, il existe toujours un effet additif de l'exposition au tabac et au radon. Donc, pour l'exposition aux radiations ionisantes, qu'elles soient externes ou liées à l'inhalation de produits radioactifs, constituent un facteur de risque pour le cancer bronchique. Et les survivants des bombes atomiques présentent une légère augmentation de risque, tout comme les patients irradiés lors du traitement de la maladie de Hodgkin. Par ailleurs, chez les mineurs d'uranium, l'inhalation chronique des produits radioactifs, elle majeure significativement la survenue de cancers bronchiques, particulièrement de type à petites cellules. Et sur la prédisposition génétique au cancer de poumon, elle est actuellement avérée, bien que les formes familiales soient nettement moins fréquentes que pour les cancers du sein et les cancers colorectaux. Donc, deux gènes de prédisposition majeure, le TP53 impliqué dans le syndrome de Li-Fraumeni et les variantes très rares de l'EGFR sont spécifiquement incriminés dans certains types, notamment les adénocarcinomes pulmonaires. Pour la prévention primaire, après l'épidémiologie, donc on passe à l'épidémiologie analytique. Donc pour la prévention et le dépistage. Donc la prévention primaire du cancer bronchique repose principalement sur la lutte contre le tabagisme et la réduction des expositions à la pollution. Cette stratégie se décline selon une approche individuelle, centrée sur la prise en charge personnalisée des fumeurs, et une approche communautaire visant la dénormalisation de l'usage du tabac dans la société à travers des mesures de santé publique et d'éducation. Donc, dans la prise en charge individuelle du fumeur, il convient de rappeler 3 messages essentiels. Donc, près de la moitié des fumeurs réguliers décèdent des conséquences du tabac et un quart décèdent entre 35 et 69 ans. Et surtout que l'arrêt du tabac est bénéfique quel que soit le moment de l'arrêt. Et les aides à l'arrêt combinent les traitements médicamenteux tels que les substituts nicotiniques, le bupropion, ainsi que des approches non médicamenteuses par des conseils et des thérapies cognitives.
Donc, pour l'approche communautaire, elle englobe l'ensemble des interventions collectives avec l'interdiction du fumer dans les lieux publics, le ciblage des adolescents dans les écoles, la suppression de la publicité et la promotion du tabac, l'affichage d'avertissements sanitaires, l'étiquetage et la suppression des appellations trompeuses, avec l'augmentation des taxes, l'éducation sanitaire et soutien à l'arrêt avec des dispositifs notamment communautaires et individuels, et le recours éventuel à des actions en justice pour garantir l'effectivité des lois anti-tabac. Pour le dépistage, donc pendant longtemps, les stratégies de dépistage précoce étaient peu performantes dans cette situation, donc dans le cancer de poumon, y compris dans les groupes à haut risque. Et cela jusqu'à la publication de 2 grandes études, donc qui ont permis de démontrer l'intérêt d'un dépistage organisé pour le cancer de poumon. La première étude, c'est une étude américaine, c'est l'étude NLST, et la deuxième, c'est une étude européenne, l'étude Nelson. Pour l'étude américaine, la National Lung Screening Trial, qui a été publiée en 2011 et qui a évalué l'effet d'un dépistage utilisant un scanner à faible dose sur à peu près 53 000 fumeurs à haut risque de cancer du poumon, comparé à un dépistage par une radiographie pulmonaire. Donc, 2 groupes, scanner à faible dose ou radiographie pulmonaire. Donc, l'étude a montré que le dépistage par scanner à faible dose permettait de diminuer la mortalité suite au cancer du poumon de 20% et diminuer la mortalité toutes causes confondues de plus de 6,7%. Et depuis ces résultats, donc, les différentes sociétés savantes préconisent de dépister qui? Donc, dépister les sujets à risque, notamment les sujets âgés entre 55 et 80 ans, qui cumulent donc 30 paquets années, donc que ce soit un paquet jour pendant 30 ans ou 2 paquets jour pendant 15 ans, ou encore même 3 paquets par jour durant 10 ans, qui sont toujours fumeurs ou qui ont arrêté dans les 15 années qui précèdent. Il n'est pas recommandé de réaliser le dépistage chez les sujets qui ont une maladie limitant l'espérance de vie ou bien donc l'impossibilité d'avoir recours à une chirurgie pulmonaire à titre curatif. De plus, ce dépistage devrait être interrompu lorsque la période de sévrage dépasse les 15 ans. En conclusion, je termine par dire que de tous les cancers, celui du poumon demeure celui qui cause le plus grand nombre de décès dans le monde, bien qu'il soit le plus accessible à la prévention. Et la prévention du tabagisme peut être efficace à condition d'être cohérente, persévérante, soutenue par les pouvoirs publics et l'opinion publique, et surtout par le corps médical. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Al-Ammari, pour cette présentation exhaustive avec beaucoup de messages clés. Je pense qu'on pourra débattre au fur et à mesure pendant la discussion. Donc, je pense qu'on laissera les questions à la fin et on passe au diagnostic clinique et radiologique. Docteur Hedef, est-ce que vous êtes connecté? Normalement, oui. Attendez, elle est sur quel indicatif? Normalement, c'est le CHU Blimsous. Ah bon? Elle vient de me dire qu'il y a des connectés. Il n'y a pas de CHU Blimsous. Je n'ai pas trouvé, je vais encore la rappeler. Vous la rappelez. Entre-temps, écrivez vos questions et dites-nous qui vous êtes. Ah voilà, vous avez déjà une question, professeur Amaria. Vous êtes connecté. Attendez, professeur Ammari, arrêtez de partage, s'il vous plaît, d'écran et essayez de mettre, c'est quel nom, docteur Hedef, pour qu'on vous donne, comment? C'est bon, j'ai arrêté le partage. Très bien. C'est docteur El Hedef, essayez de lui donner la main pour le micro. C'est Hed ou docteur El Hedef? C'est Hed ou docteur El Hedef Jazia, oui. El Hedef Jazia, c'est ça. Alors, El Hedef. Il faudrait d'abord on sait que le Hedef. Ah, d'accord. Donc, attendez, docteur Gouk. Alors, mettez-nous un mot, comme ça on saura. Parce que c'est au nom du technicien. Non, Hayed.
Voilà. C'est ça. Alors, activez votre micro. Professeur Amari, vous avez une question? Très bien, on vous voit. C'est bon? C'est Oui, bon. on vous voit, docteur. Très bien. Je vais commencer, je vais juste installer ma présentation au niveau du PC de la DPM. Comme ça, Alors, je peux partager avec vous ma présentation. Faites votre partage, docteur. En attendant, le professeur Amari répondait à la Est-ce question. que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Très bien. On va essayer de partager la présentation. Non, ça y est, docteur Goug, mais il vaut mieux que docteur Hedef fasse D'accord, il ça. n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà. Par contre, faut qu'on sache quel profil des participants. Alors, par rapport au profil des participants, c'est bien. On a des chirurgiens thoraciques. Oui, On a des Est-ce qu'on a des oncologues? Oui, il y a beaucoup d'oncos. Et des pneumos. Alors, les pneumos, je n'ai pas vu. Manifestez-vous. Très bien. Est-ce que vous arrivez à Non, voir ma présentation? il faudrait mettre en plein écran. Il faut la mettre en C'est bon? C'est réglé? Oui. Normalement, elle est en plein écran. Très bien. Le bruit, بركة le bruit عندكم الحس في الDAP من بني مسوس. Ils travaillent en équipe, ils travaillent Ils sont en force, ils sont en force. عندكم C'est tout le monde qui est là. Oui, très bien. D'accord. Bonjour, chers collègues. On est très honoré d'assurer cette formation pour vous. Alors, je suis Dr Hedef. Je suis pneumologue, maître assistante au niveau du CHU de Bnimsous. Malheureusement, j'ai raté la première partie de cette formation. Vous m'entendez? Ça va? Très bien, très bien. Très bien. Donc, on va aborder le sujet de ma part. C'est le diagnostic et classification du cancer bronchopulmonaire. Donc, comme vous savez tous, c'est le cancer bronchopulmonaire. C'est un fléau actuellement qui présente. C'est un problème de santé publique. Et on remarque qu'il y a une augmentation importante des chiffres statistiques. Et comme introduction, le cancer, c'est le plus fréquent chez l'homme et la première cause de mortalité chez l'homme. Et il a un très mauvais pronostic. Le tabac, comme vous savez tous, est le principal facteur de risque. Il présente des variétés des tableaux cliniques et le diagnostic, malheureusement, est souvent tardif. Et le traitement chirurgical, c'est le seul traitement curatif de cette pathologie. J'ai voulu de commencer ma présentation. Vous m'entendez? Ça va? J'ai voulu de commencer ma présentation par cette flèche pour illustrer l'histoire de cette pathologie. Comme vous savez tous, la cellule, en cas de cancer bronchique, il y a la transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse. C'est la phase de carcinogénèse. Et après, on aura la phase des symptômes. Et entre les phases des symptômes et la carcinogénèse, c'est cette phase qui s'appelle la phase préclinique. Après, on aura la découverte d'une anomalie radiologique. Après l'émergence des symptômes, généralement, le patient, il va consulter un médecin, soit généraliste, soit spécialiste. Et ici, il va faire une radiographie thoracique et à cette phase-là, le patient, il va rentrer dans un cercle de diagnostic et de prise en charge.
Et on va, comme médecin, on va essayer comment dirais-je, on va prévenir l'apparition de cette pathologie dans la phase cancéreuse par le sevrage de tabac et ne pas fumer, et dans la phase préclinique par la tentative de dépistage qui doit être forte, d'accord? Et la tentative de diagnostic précoce, s'il y a le début des symptômes, on doit faire des explorations pour éventuellement mettre en œuvre le diagnostic de cette pathologie. Et bien sûr, comme vous voyez sur l'écran, il y a l'émergence des symptômes la phase entre l'émergence des symptômes et la découverte d'une anomalie radiologique suspecte. On veut bien sûr de supprimer cette phase, c'est très important, ou bien pour faire un diagnostic rapide et faire une prise en charge rapide. Le diagnostic du cancer bronchique, de suspecter le cancer bronchique, on suspecte un cancer bronchique devant deux situations. Soit on a un nodule pulmonaire de découverte fortuite ou dans le cadre de dépistage. Ou bien le patient il présente des symptômes. Généralement, les symptômes en cas de pathologie tumorale pulmonaire, ils ne sont pas spécifiques et qui va permettre de retarder de réaliser une radiographie thoracique, et dans ce cas-là, ça va entraîner un retard de diagnostic pour le malade. Et en cas de l'existence d'un nodule pulmonaire, bien sûr, n'hésitez pas d'envoyer le malade, surtout si c'est un médecin généraliste, n'hésitez pas d'envoyer le malade pour la consultation spécialisée pour faire le diagnostic de ce nodule. Pardon, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Pardon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ah, pardon. Quels sont les signes d'appel de cette pathologie? Dans la plupart des cas, le cancer bronchique sont diagnostiqués tardivement. Malheureusement, stade 4, au-delà de stade 3 et 4. Les symptômes et les signes peuvent être soit liés à la tumeur elle-même, soit à son extension locorégionale, soit à sa dissémination métastatique, soit à un syndrome paranéoplasique. Les signes cliniques en rapport avec cette tumeur, on a dit tout à l'heure, les signes cliniques sont non spécifiques. Généralement, soit le patient il va présenter une toux, généralement la toux elle est tenace et persistante, s'aggrave chez un bronchitis chronique et associée à d'autres symptômes comme par exemple la douleur. L'hypoptysie, il constitue un signe d'alerte important car elle inquiète à la fois le patient et le médecin. Et la douleur thoracique, généralement, elle est continue ou bien localisée en cas d'extension au médiastin. Pourquoi au médiastin? Parce que généralement, le poumon il n'est pas innervé. Et s'il y a une extension à la plèvre ou bien à la paroi thoracique, dans ce cas-là, le patient il va sentir des douleurs énormes et c'est un motif de consultation très fréquent en pneumologie. Et peut-être le signe d'une complication, peut-être si il y a un patient, par exemple, il présente une embolie pulmonaire, comme vous savez tous, la tumeur, le cancer, il est thrombophile, et dans ce cas-là, la plupart des malades consultent pour des douleurs thoraciques en conséquence à cause d'une embolie pulmonaire ou bien un épanchement pleural. La dyspnée est généralement liée à la taille de la tumeur ou à un envahissement local. Et pensez devant l'aggravation inexpliquée de la dyspnée, surtout chez un BPCO. Généralement, la BPCO, il a une dyspnée chronique. S'il y a une aggravation de cette dyspnée, il ne faut pas, ou bien n'hésitez pas de demander une radiographie thoracique à la recherche d'un processus pulmonaire. Les signes généraux souvent présents mais non constants et surtout tardifs. Par exemple, le patient il va dire qu'il y a un amaigrissement plus de 5 kilos en 2 mois, ou bien il y a une asthénie, ou il y a une anorexie, ou bien il y a une fibricule inexpliquée qui est chronique, d'accord, qui ne rentre pas dans le cadre d'un syndrome infectieux.
Les signes cliniques en rapport avec la compression ou bien à l'envahissement loco-régional. Et dans ce cas-là, soit le patient il a un épanchement pleural et généralement le liquide à la ponction exploratrice il est séro-hématique, soit de grande abondance ou bien moyenne abondance et généralement liquide pleural en cas de métastase pleurale et l'épanchement il est récidivant et s'accompagne des douleurs qui est très importantes et surtout insomniantes. Les autres signes en rapport avec l'envahissement, on a la dysphonie observée notamment chez les fumeurs et les signes rhumatologiques pouvant évoquer à tort une arthrose, une hernie discale, la dysphagie qui est en rapport avec l'envahissement ou bien compression tumorale et les signes cardiaques en rapport avec des troubles du rythme cardiaque ou bien péricardique dans le cadre d'un épanchement pleural métastatique. Le syndrome cave supérieur s'il y a un envahissement du médiastin supérieur, le syndrome de Pancoast-Tobias en cas des opacités apicales avec envahissement des côtes et les infections pleuropulmonaires récidivantes. N'hésitez pas de demander une fibroscopie bronchique à la recherche d'une néoplasie sous-jacente. Les signes cliniques en rapport à l'envahissement loco-régional, comme on a dit tout à l'heure, soit le patient il va présenter un OKI qui est en rapport avec l'atteinte du nerf phrénique, soit en rapport avec, s'il y a une atteinte du nerf phrénique, généralement le patient il va présenter le OKI ou bien ascension de la coupole diaphragmatique. La dysphagie, généralement, elle est intermittente, elle est permanente, sélective ou solide au début, puis s'étendue en liquide par la suite, en rapport avec la compression de l'œsophage. Et s'il y a une tumeur avec envahissement du médiastin, on aura une atteinte, probablement une atteinte du nerf récurrent. Et dans ce cas-là, le patient il va présenter une dysphonie avec l'atout qui est bitonal et des fausses routes à la déglutition. Les signes cliniques toujours en rapport avec l'envahissement loco-régional, le patient, on a dit tout à l'heure, il peut présenter un épanchement pleural de métastatique. Et dans ce cas-là, comme vous voyez sur le schéma, le patient, on va faire la ponction exploratrice et on va trouver que le liquide, c'est un liquide séro-hématique, généralement de grande abondance, comme vous voyez sur la radiographie suivante, et s'accompagne des douleurs importantes. On a dit, les douleurs sont insomniantes. Toujours par rapport aux signes de compression ou bien l'envahissement loco-régional, on a le syndrome CAF. Comme vous voyez sur l'image à droite, il y a un homme avec des œdèmes, l'œdème en pylorine, cyanose et la circulation veineuse collatérale. Et sur le scanner, on a une masse avec obstruction de la veine cave supérieure. Le syndrome de Pancoast-Tobias, c'est quoi? Généralement, le patient il va présenter des douleurs de l'épaule au niveau de la face interne du bras, au niveau de l'avant-bras jusqu'aux les deux derniers doigts de la main. Et généralement, le syndrome de Claude Bernard-Horner, le patient il va présenter myosis, ptosis et inophtalmie. Et comme vous voyez sur la radiographie, c'est une masse apicale, d'accord, avec envahissement ou bien métastase au niveau des premières côtes. L'infection pleuropulmonaire, on a dit tout à l'heure, si le patient il présente des infections pulmonaires type abcès pulmonaire ou bien des pleurésies purulentes à répétition, surtout chez un homme plus de 45 ans et avec notion de tabac, d'accord, il fume. Dans ce cas-là, on doit compléter ou bien on doit faire la fibroscopie bronchique systématique pour justement chercher une néoplasie pulmonaire sous-jacente. Par rapport aux signes d'extension métastatique, généralement, on a dit soit des métastases pulmonaires, soit des métastases pleurales par l'épanchement pleural, ou bien ganglionnaires, ou bien osseuses, ou bien hépatiques, ou bien des métastases cérébrales. D'accord? Et surtout, surrénaliennes aussi, c'est très fréquent, et sous-cutanées. Donc, et sont révélatrices. Ils sont très révélatrices, sont retrouvées d'emblée dans 45 à 50% des cancers bronchiques non à petites cellules et dans plus de 70% des cancers à petites cellules. D'accord?
Le syndrome toujours métastasique, on a le syndrome paranéoplasique. Le syndrome paranéoplasique, c'est quoi? C'est un syndrome qui, à cause d'une production d'hormones de like peptidique ou d'auto-anticorps par la tumeur est présent. Il est présent dans 7 à 20% des cas. D'accord? Les plus fréquents rencontrés, on a l'hypocratisme digital, comme vous voyez sur la photo suivante, qui impose la recherche d'un cancer bronchopulmonaire chez un sujet âgé et antécédent de tabac ou bien tabagique. On doit chercher un cancer bronchopulmonaire. Le syndrome de Schwarz-Epperter, il est en rapport avec la sécrétion inappropriée d'antidiurétiques hormones. Surtout, il se retrouve dans le cancer bronchopulmonaire à petites cellules, se traduisant par une hyponatrémie et une augmentation de l'osmolarité urinaire. Les thrombophlébites paranéoplasiques sont très fréquentes en parallèle avec la néoplasie pulmonaire. Le syndrome de Cushing par la sécrétion de peptides ACTH-like et le syndrome myasthéniforme de Lambert-Eaton. Et aussi, on peut trouver des déficits de la force musculaire, d'accord? Et il y a une faiblesse musculaire par rapport. Et le syndrome paranéoplasique précède parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, le diagnostic. Il possède une bonne valeur diagnostique des présomptions si on les sait. Après, ça c'est pour orienter ou bien pour dire il y a une suspicion de cancer bronchique. Si on est devant un malade avec une suspicion de cancer bronchique, bien sûr, on doit faire un examen clinique un examen clinique performant. D'accord? On doit réaliser un examen clinique rigoureux avec évaluation de l'état général selon l'indice de l'OMS, qui est très important, l'indice de l'OMS, surtout dans la prise en charge après. D'accord? Parce que selon l'indice de l'OMS, on va décider telle ou telle thérapeutique pour ce patient. Contrôle du BMI aussi, s'il y a un amaigrissement qui est très important, dans ce cas-là, on peut changer la prise en charge thérapeutique. Recherche d'amaigrissement qui est très important et les signes de déshydratation où on doit commencer la prise en charge dès l'hospitalisation de notre malade pour le diagnostic. L'examen pleuropulmonaire, on doit faire un examen pleuropulmonaire bien rigoureux à la détection d'un épanchement pleural ou des douleurs thoraciques localisées, à la recherche des atteintes costales, recherche des adénopathies susclaviculaires, les tumifactions telles que mammaires, sous-cutanées ou bien osseuses. Et bien sûr, il faut chercher si le patient ne présente pas un syndrome médiastinal tel que le syndrome cave supérieur, Claude-Barner-Horner. Et aussi, il faut palper systématiquement toutes les aires ganglionnaires à la recherche des adénopathies cervicales ou bien inguinales, et ça pour faire justement des biopsies de ces adénopathies pour éviter d'aller aux gestes plus invasifs. L'examen complet du revêtement cutané, des fois, on peut trouver même des nodules sous-cutanés au niveau du cuir chevelu. C'est pour cela qu'on doit faire un examen complet de du revêtement cutané. Recherche d'autres signes de dissémination métastatique tels que osseuse, cérébrale, surinalienne et hépatique. Quels sont les examens paracliniques à demander devant une suspicion d'un cancer bronchique? Donc, les examens complémentaires réalisés selon la localisation suspectée et l'incidence thérapeutique attendue. D'accord? On ne va pas demander le PET scan à tout le monde. D'accord? C'est un cas par cas. C'est la médecine. Donc, c'est un cas. Chaque cas, c'est un cas. Donc, on commence toujours par la radiographie thoracique. C'est l'examen initial qui permet de faire l'hypothèse d'un cancer bronchopulmonaire. Après, bien sûr, l'examen clinique et l'interrogatoire. Donc, la radiographie thoracique, elle peut objectiver soit une opacité irrégulière ou à limite spéculée. Elle peut objectiver une atelectasie par un bourgeon endobronchique ou bien par une compression extrinsèque par adénopathie médiastinale, la présence d'une lisse costale avec une opacité en regard, la médiastino-hilaire ou bien une opacité médiastino-hilaire
Et la radiographie, il ne faut pas oublier, elle peut être normale dans 1% des cas. Regardez quelques images radiologiques. Par exemple, ici, il y a une opacité hilaire, gauche irrégulière ou à limite spéculée. Ici, c'est une atelectasie totale du poumon gauche par un bourgeon endobronchique. Ici, il y a une opacité lobaire supérieure qui est hétérogène par la présence d'une excavation. Ici, l'aspect d'un lâcher de ballon. Ici, c'est un nodule pulmonaire. Vous voyez ici, il y a un nodule pulmonaire, c'est difficile, solitaire gauche. Après, on fait la radiographie thoracique. S'il y a une image qui est suspecte, on doit compléter notre examen radiologique par une TDM thoracique. D'accord? La TDM thoracique doit être en mode volumique, coupe fine, avec injection de produits de contraste. D'accord? Elle va nous dire si c'est une opacité de nature tissulaire ou pas. Analyse en fenêtre médiastinale parenchymateuse et osseuse. D'accord? Il doit comprendre des coupes passant par les surrénales, acquisition tardive réalisée, c'est anomalie surrénalienne. Ça veut dire qu'on doit faire la part des choses entre un adénome et métastase. Et bien sûr, le scanner thoracique nous permet de faire l'évaluation et de stadifier la tumeur. Ça veut dire la classification TNM. Ça, c'est quelques images radiologiques où il y a une opacité ou bien une masse médiastino-pulmonaire avec envahissement, avec des adénopathies de la loge de Barité et compression de la veine cave. Et ici, il y a un nodule pulmonaire de moins de 3 cm. Ici, c'est la même chose, médiastino-pulmonaire. Et ici, c'est le syndrome de Pancoast-Tobias où il y a une opacité apicale, d'accord, avec l'ischostale. Donc, maintenant, on a fait la radiographie thoracique, le scanner, la TDM thoracique. On doit certifier ou bien donner la stratégie du diagnostic de certitude qui doit être adaptée à chaque situation. Chaque patient, chaque cas, c'est un cas, selon la taille et l'emplacement de la tumeur. Par exemple, si c'est une tumeur qui est proximale, dans ce cas-là, on doit faire la fibroscopie bronchique pour faire des biopsies. Si la tumeur elle est périphérique, on va y aller vers la biopsie transpariétale. Si c'est une tumeur avec des adénopathies susclaviculaires ou bien cervicales, on doit faire des biopsies de ces adénopathies. C'est pour cela on doit, selon la taille et l'emplacement de la tumeur, selon la présence d'une atteinte médiastinale ou à distance, selon les comorbidités du patient. Par exemple, si c'est un patient qui a avec des comorbidités cardiovasculaires, où on ne peut pas faire la fibroscopie bronchique, on doit directement passer vers la biopsie transpariétale si bien sûr l'opacité elle est accessible. Et bien sûr, tous ces examens, donc l'expérience dépend de l'expérience médicale et du plateau technique. Si on ne prédispose pas de plateau technique pour faire la fibroscopie bronchique, c'est difficile. On doit envoyer directement le patient pour faire la biopsie transpariétale si elle est accessible pour ne pas tarder de faire le diagnostic d'un cancer bronchique. Et bien sûr, privilégier toujours le site le plus accessible et le plus rentable. Et privilégier le moyen le moins invasif pour nos patients. Donc, quelles sont les différentes techniques de prélèvement? On a dit toujours, on commence toujours par la moyenne ou bien les moyens les moins invasifs et les moins douloureuses pour nos patients. Généralement, si c'est une tumeur qui est proximale, on commence par la fibroscopie bronchique. La rentabilité, elle est plus de 90%. Ces lésions endobronchiques, elle est visible. D'accord? Si les tumeurs sont périphériques, on préfère de faire, comme cette image ici, on préfère de faire la ponction biopsie transpariétale sous contrôle TDM. S'il y a des adénopathies sous-carinaires, on peut faire l'écho-endoscopie bronchique. D'accord? C'est une nouvelle technique. Donc, et où on ne maîtrise pas tous les pneumologues, mais on commence à maîtriser et ça évite de faire la biopsie transpariétale si on a des adénopathies sous-carinaires. La thoracoscopie, c'est l'intérêt, c'est en cas d'existence d'un épanchement pleural pour faire des biopsies vidéo guidées.
la médiastinoscopie et la thoracoscopie vidéo assistée, ce sont des méthodes qui sont très invasives et à visée diagnostique en premier temps possible d'une exagération chirurgicale carcinologique. Et l'intérêt, c'est l'exploration des ganglions paratrachéaux droits et sous-carinaires et l'exagération chirurgicale et la biopsie d'une métastase en cas où on ne peut pas faire les explorations précédentes, on peut y aller jusqu'où la chirurgie thoracique pour faire le diagnostic. Et si la tumeur elle est localisée, on peut faire de visées diagnostiques et thérapeutiques. En ce qui concerne la classification anatomopathologique, le diagnostic anatomopathologique permettra à l'aide de l'analyse morphologique, selon la dernière classification de 2021 de l'OMS, on distingue deux grands types histologiques, les carcinomes à petites cellules qui représentent 15 à 20% des tumeurs bronchiques, du cancer bronchique, et les carcinomes non appétitieux qui représentent 80 à 85%. Les cancers bronchiques non à petites cellules, ils sont eux-mêmes séparés principalement en trois types histologiques. Le carcinome épidermoïde se développe sur les cellules basiloïdes et il exprime en immunohistochimie des CK7, P63 et TTFA qui sont négatifs. L'adénocarcinome qui représente 40 à 50% des cas, d'accord, et à l'immunohistochimie, il représente les TTFA, les marquages suivants, TTFA positif, CK7 négatif et CK20 négatif. Et on a comme troisième type le carcinome à grande cellule qui représente 5 à 10% de tous les cancers bronchopulmonaires. Et on a en deuxième lieu le cancer bronchique à petites cellules qui représente 15 à 20% des cancers bronchopulmonaires, qui représente une différenciation neuro-endocrine qui est constituée de cellules de petite taille, pauvres en cytoplasme, à chromatine qui est fine et chromagranine qui est positive. Et en immunohistochimie... Docteur Hedef, pardon, mais vous savez que la communication d'après, c'est l'histologie. Hein? Ah, d'accord, j'avais pas... Donc, je ne vais pas tarder sur ça. Oui, passer sur ça. Même le diagnostic moléculaire, il y a professeur Terkmani. C'est bon, je ne vais pas parler de ça. Donc, le bilan préthérapeutique, est-ce que je parle? C'est pas la peine. On n'a pas de traitement aujourd'hui. Donc, très bien, c'est bon. Ça veut dire ma présentation se termine ici. D'accord? En conclusion, donc, le stade de découverte tardif, malheureusement, le stade est généralement de découverte tardif dans la plupart des cas, stade 3 et 4. L'intérêt peut être de discuter le dépistage du cancer bronchique. Les signes cliniques sont variés par rapport soit à la tumeur elle-même, soit par rapport à l'envahissement ou bien un syndrome paranéoplasique. Le diagnostic est pris en charge rapide pour améliorer le pronostic de cette maladie. Et la prévention reste le meilleur moyen de lutte contre cette pathologie. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Dr El Hedef, pour cette très importante pour nous, pour la démarche diagnostique. Et justement, pour rester dans le même volet, donc professeur Terkmani, pathologiste, qui répond toujours positivement à nos, j'ai envie de dire, pas rien que nos invitations, mais nos sollicitations, pour nous parler justement du diagnostic histopathologique des cancers bronchiques. Fais-la à toi la parole. Oui, merci beaucoup Esma. Bon, je ne sais pas si je pourrais avoir l'écran pour partager ma communication. Docteur El Hedef, arrête le partage, s'il vous plaît. Oui. Merci. C'est bon. Restez avec nous pour la discussion. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, avant de commencer, bon, je vais voir si on peut partager. Ok, pas pour l'instant. Ok. Arrêtez le partage. C'est bon. Mais je voudrais quand même commencer par remercier mon amie Esma. Vraiment, c'est un plaisir parce qu'à chaque fois, elle fait le nécessaire pour organiser ses formations médicales, d'une part, mais